Imaginez une armée qui se présente comme une superpuissance militaire, capable de produire des missiles hypersoniques, de déployer des systèmes de défense aérienne sophistiqués et d'aligner des centaines de blindés modernes, et qui, pourtant, sur certaines portions du front, doit improviser ses moyens de transport sous la pression constante des frappes adverses. Ce contraste n'est pas seulement une image forte, c'est peut-être le symptôme d'une bataille beaucoup plus profonde et moins visible. La bataille de la logistique, et surtout, la bataille du carburant. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut revenir à l'ADN du modèle militaire russe. Historiquement, l'armée russe, héritière directe de la doctrine soviétique, repose sur une logistique centralisée et massive, structurée autour du rail. Le principe est simple. Acheminer d'énormes volumes de munitions, de carburant et d'équipements par train jusqu'à des hubs situés derrière la ligne de front, puis redistribuer vers les unités combattantes. Ce système est redoutablement efficace lorsqu'il fonctionne, car le train permet de déplacer en une seule rotation l'équivalent de centaines de camions. Mais cette efficacité repose sur 3 piliers fragiles. Des raffineries capables de transformer le pétrole en carburant militaire, des dépôts sécurisés pour le stockage et des lignes ferroviaires intactes pour le transport. Si l'un de ces maillons est perturbé, la machine ralentit. Si plusieurs sont touchés simultanément, la pression devient systémique. Depuis plusieurs mois, l'Ukraine a précisément orienté sa stratégie vers cette profondeur logistique, en menant des frappes ciblées sur des infrastructures énergétiques et des nœuds ferroviaires. Cette approche, souvent qualifiée de deep strike, ne vise pas seulement à détruire des positions sur le front, mais à attaquer l'artère qui alimente l'ensemble du dispositif. Des raffineries ont été endommagées, des dépôts de carburant incendiés, des terminaux pétroliers frappés. L'objectif n'est pas nécessairement de faire disparaître toute capacité de production. La Russie reste un géant énergétique, mais de créer une tension constante sur la chaîne d'approvisionnement, d'obliger à des réparations, de forcer des redéploiements, d'allonger les délais. Car produire du pétrole brut ne suffit pas. Il faut le raffiner, le stocker, le transporter, puis le distribuer jusqu'au dernier véhicule sur le terrain. Et c'est là qu'intervient le point le plus vulnérable, le dernier kilomètre. Même si le carburant arrive par train près de la zone de combat, il doit ensuite être transféré vers des camions citernes pour rejoindre les unités avancées. Or, dans un environnement saturé de drones FPV, ces convois routiers deviennent des cibles beaucoup plus exposées que les trains circulant à l'arrière. Détruire ou perturber une ligne ferroviaire oblige à multiplier les transports routiers, ce qui augmente mécaniquement la vulnérabilité et réduit l'efficacité globale. Plusieurs analyses, publiées par l'Institute for the Study of War, souligne que la pression exercée sur la logistique russe s'est accrue avec l'intensification des frappes en profondeur. Cela ne signifie pas un effondrement total, mais cela implique des retards, des arbitrages, des priorités imposées aux unités les plus stratégiques. Or, dans une guerre moderne, le carburant est le nerf vital. Un char sans carburant n'est plus une arme, c'est une cible immobile. Un véhicule blindé
ne peut ni manœuvrer, ni se replier. Même les systèmes de défense aérienne avancés, comme le S-400, dépendent de générateurs et d'une alimentation énergétique stable pour fonctionner en continu. Une rupture prolongée dans l'approvisionnement ne rend pas instantanément un pays aveugle, mais elle peut réduire la permanence opérationnelle et compliquer la coordination. En hiver, la situation devient encore plus critique. Couper les moteurs pour économiser le carburant signifie aussi couper le chauffage dans des conditions climatiques extrêmes. Les pertes non liées au combat, liées au froid, aux pannes, à l'impossibilité d'évacuer, peuvent alors augmenter. Face à ces contraintes, l'armée russe est contrainte d'adapter ses méthodes. On observe la réquisition de camions civils, l'utilisation de convois camouflés, l'installation de protections artisanales contre les drones. Dans certaines zones difficiles d'accès, des moyens non motorisés peuvent être employés pour des tâches spécifiques. Cela ne signifie pas un retour au Moyen Âge, mais cela illustre une adaptation sous pression. Et toute adaptation improvisée entraîne une baisse d'efficacité et une augmentation des risques. À ces difficultés externes s'ajoute un facteur interne, la corruption et les rivalités. Des accusations relayées par les services ukrainiens, notamment le Defense Intelligence of Ukraine, évoquent des détournements de carburant impliquant des unités affiliées au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Dans une armée sous tension logistique, chaque litre devient stratégique. Si une partie du carburant est siphonnée ou revendue, l'impact sur le terrain peut être disproportionné. Toutefois, il convient de garder une distance analytique. En temps de guerre, l'information est aussi une arme, et chaque camp amplifie les faiblesses de l'autre. La question centrale n'est donc pas de savoir si la Russie est totalement à sec, mais si sa capacité à soutenir des offensives de grande ampleur est affectée. Il existe une différence majeure entre effondrement et érosion. Une armée peut continuer à tenir ses lignes tout en voyant son tempo ralentir, ses opérations devenir plus prudentes, sa mobilité réduite et son coût logistique exploser. Dans une guerre d'attrition, le temps est une ressource stratégique. Comme l'a souligné le ministre polonais Radosław Sikorski, les conflits se terminent souvent lorsque les ressources d'un des camps s'épuisent. Mais cet épuisement est rarement spectaculaire. Il est progressif, cumulatif, parfois invisible jusqu'au point de rupture. Aujourd'hui, il serait exagéré d'affirmer que la machine militaire russe s'est totalement effondrée. Le pays dispose encore d'une base industrielle, de ressources énergétiques considérables et d'une profondeur stratégique importante. Cependant, ignorer les signaux de tension serait tout aussi naïf. Lorsque les raffineries sont régulièrement ciblées, que les dépôts brûlent, que les rails sont sabotés et que les convois routiers deviennent des proies pour les drones, la pression s'accumule. La guerre moderne ne se gagne pas uniquement avec des armes sophistiquées. Elle se gagne avec des chaînes logistiques fiables, des stocks sécurisés et des flux énergétiques continus. Ce que nous observons pourrait être soit une crise temporaire amplifiée par la guerre informationnelle, soit le début d'une érosion stratégique plus profonde qui, à long terme, modifie l'équilibre des forces. Une chose est certaine, la bataille du carburant est devenue un front à part entière, et dans cette guerre d'usure, celui qui maîtrise la logistique maîtrise le rythme du conflit. Mais il faut aller encore plus loin dans l'analyse, parce que la question du carburant ne touche pas uniquement les blindés ou les convois.
Elle affecte l'ensemble de l'écosystème militaire. Une armée moderne est un organisme complexe. Communication, radar, système de guerre électronique, drones, hôpitaux de campagne, centres de commandement mobile. Tout fonctionne grâce à l'énergie. Lorsque la chaîne logistique se tend, ce ne sont pas seulement les unités de première ligne qui en souffrent, mais aussi la capacité de coordination globale. Un ralentissement des rotations signifie des soldats plus longtemps exposés. Des retards dans l'acheminement des munitions signifient une réduction de l'intensité de feu. Une moindre mobilité signifie une perte d'initiative. Et dans une guerre d'attrition, perdre l'initiative revient souvent à subir le tempo imposé par l'adversaire. Il faut également comprendre que la guerre actuelle est une guerre d'adaptation permanente. Chaque innovation ukrainienne entraîne une réponse russe, et inversement. La multiplication des drones bon marché a transformé le champ de bataille. Là où autrefois la supériorité aérienne nécessitait des avions coûteux, aujourd'hui, un drone FPV à quelques centaines de dollars peut neutraliser un camion-citerne valant des dizaines de milliers. Ce déséquilibre économique pèse lourd. Si chaque litre de carburant nécessite un dispositif de protection supplémentaire, si chaque convoi doit être escorté, dispersé, camouflé, le coût logistique explose. Et même si les ressources globales restent importantes, l'efficacité diminue. Sur le plan stratégique, la Russie conserve néanmoins des atouts majeurs. Sa profondeur territoriale lui permet de déplacer certaines infrastructures plus loin du front. Son industrie peut réparer, reconstruire, adapter. Le pouvoir central autour de Vladimir Poutine conserve un contrôle politique fort, ce qui limite le risque d'effondrement institutionnel rapide. Mais le contrôle politique ne remplace pas les réalités physiques du terrain. Une raffinerie endommagée met du temps à revenir à pleine capacité. Une voie ferrée sabotée nécessite des équipes, du matériel, de la sécurité. Et pendant ce temps, la pression continue. Il existe aussi un impact psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Une armée peut encaisser des pertes humaines importantes tout en restant cohérente si elle perçoit une dynamique favorable. En revanche, lorsque les soldats ont le sentiment que les approvisionnements deviennent incertains, que les évacuations sont plus lentes, que les ordres consistent à économiser plutôt qu'à avancer, le moral peut s'éroder. L'histoire militaire montre que la logistique influence directement la confiance des troupes. Un soldat qui doute de la capacité de son armée à le soutenir combat différemment.